Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présent une nouvelle fois pour ce podcast du lundi midi 15. Aujourd'hui, je suis très content parce qu'après une grosse phase sur la Révolution, on revient avec un petit peu quand même avec des sujets contemporains et pas avec n'importe lequel puisque à la fin du mois dernier, on avait fait l'interview d'un expert psychiatre qui intervenait notamment en matière pénale durant les cours d'assises. Et bien là, aujourd'hui, je suis très content d'accueillir Johan, ça fait très plaisir, un très bon pote, toujours un bonheur de le recevoir, et qui était éducateur spécialisé. Merci à toi, Johan, d'être là. Bonjour et merci à toi de me recevoir. Ben, c'est super chouette, parce que c'est tout le temps un bonheur voilà, d'avoir des entretiens comme ça, des interviews un petit peu pro, et notamment, toi, du coup, tu es éducateur spécialisé. Exactement. Et alors, ben, du Enfin, coup, on va pas tout de vraiment. suite... Ah ben voilà, on va tout de suite... Éducateur spécialisé. Ah, la vignette du podcast était donc mensongère. Explique-nous tout ça. J'imagine Oh. que tu le fais en réalité, mais il y a Ouais. peut-être tel élément qui manque. Alors, pour avoir le droit de s'appeler éducateur spécialisé, il faut un diplôme d'État, donc le DEES, diplôme d'État d'éducateur spécialisé. Et, Oh, et moi, je ne l'ai pas encore, je vais bientôt l'avoir, mais en ok. VAE. En VAE. Voilà, tout à Ouais, fait. alors tout ce qui Avec est un acronyme. nouvel métier. Alors, la VAE, c'est la validation par acquis de Oui. l'expérience. Donc, Ben c'est voilà, oui. obtenir le diplôme suite au fait d'avoir vécu l'expérience. Et donc, il faut avoir au minimum, ça dépend des expériences qu'on cherche à valider, mais il faut au minimum 1 an d'expérience et ensuite, il faut remplir un livret et passer devant un jury professionnel qui détermine si oui ou non on a toutes les qualités attendues pour obtenir le diplôme. Voilà, Parce que ça fait combien de temps que tu fais ça? Voilà, ça fait 2 ans. 2 ans, ok. Donc, ok, bon, ouais, ça va, c'est quand même, je sais pas, enfin, c'est relativement rapide du coup d'avoir ces acquisitions, mais j'imagine que c'est tellement intense qu'en vrai, 2 ans chez toi, c'est 10 dans d'autres Ça métiers. dépend. Ça dépend, ça dépend. Après, c'est vrai que moi, personnellement, déjà, j'ai une tendance à évoluer assez rapidement sur la plupart des métiers. J'ai plein de métiers différents à mon actif. Euh, et je change régulièrement parce que j'aime apprendre. C'est énorme. Mais Euh, comment en fait t'en es arrivé à te lancer parce qu'en plus, voilà, on le sait, on aura peut-être d'ailleurs l'occasion d'en causer à l'occasion de notre entretien. Enfin, t'es diplômé t'es ingénieur informaticien, je peux le qualifier comme ça. c'est pareil, je suis assimilé ingénieur parce que du coup, j'ai jamais fait d'école d'ingénieur. Mais bon, à la base, ton taf, c'est quand même plutôt dans l'informatique. Ouais, ça dépend. Si tu fais un rapide, parce qu'on n'est pas là pour parler du reste, mais si je fais version rapide, j'ai un bac en marketing que j'ai obtenu en candidat individuel, et après j'ai fait des formations professionnelles qui m'ont mené à technicien de parc informatique, puis technicien supérieur, puis administrateur système, puis chef de projet et manager d'équipe. Et du coup, je manageais des équipes d'ingénieurs informaticiens. Et après, du coup, je suis parti vivre à la campagne. Je suis devenu responsable de services informatiques indépendants pour aider les petites entreprises à mettre en place des stratégies dans le modèle informatique de l'entreprise, quoi. Donc, j'interviens pour aider à choisir quel système est plus intéressant qu'un autre, qu'est-ce qu'il faudrait acheter plutôt que voilà. En étant pas vendeur, donc en ayant une neutralité vraiment très très défini dès le départ, quoi. Hein. Moi, je fais que du conseil. Et après, je fais de la mise en place administrative au niveau de l'administration système quand il y a besoin. Donc, je Ouais. garde un pied dans la technique. Mais ça, du coup, c'est mon métier que j'exerce un peu à distance, plus par le bouche à oreille. Donc, j'ai pas une grosse activité là-dessus. Et je me suis trouvé une activité qui, pendant 1 an, était à temps plein et maintenant est à temps partiel en tant qu'éducateur spécialisé dans un lieu de vie. Et comment, ouais, alors moi ça m'intéresse quand même ce parcours de vie, parce que dans ma tête, alors j'imagine que c'est pas tout à fait exact, pas tout à fait la réalité, mais dans ma tête, pour moi, un boulot en informatique, c'est un boulot qui est assez isolé. C'est pas le premier des métiers de la sociabilité. Bon, et là, être éducateur spé,
dans ma tête, c'est l'exact inverse absolu. Je pense que c'est un peu le cas, ouais. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'informatique, enfin beaucoup. Moi, j'en ai rencontré beaucoup, en tout cas, qui préfèrent parler à des machines qu'à des êtres humains. Et en même temps, c'est vrai sans être vrai, parce que quand on est technicien de parc informatique, on est constamment au service des utilisateurs. Donc, quand on est administrateur système, c'est vrai qu'on parle moins aux utilisateurs généralement, mais par contre, quand on est technicien de parc, ça fait partie vraiment de la majeure partie du boulot que d'être avec les utilisateurs. Et en fait, Mhm. souvent, il y a un dicton qui dit que, en informatique, qui dit que l'erreur vient souvent d'entre la chaise et le clavier, donc ce qui définit l'utilisateur. Euh, et du coup, en vrai, si on veut bien faire le métier de technicien de parc, il vaut mieux être très sociable parce que la plupart des bugs se résolvent quand on explique à quelqu'un comment mieux faire, comment faire comme il faut l'action qu'il cherche à faire. Donc en fait, mon, mon, mon premier métier était très social. Après, quand je suis parti plus dans la technique, c'était moins social. Mais ça a duré que 2 ans, la partie assimilée ingénieur dans une très grosse boîte informatique. Et Mhm. après, j'ai tout de suite été dans le management. Donc, en réalité, moi, j'ai toujours eu du contact avec les gens, même si j'étais dans de la technique informatique. Et depuis mes 16 ans, je fais partie de plein d'associations différentes. Euh, et beaucoup d'associations dans l'animation et dans le culturel. Voilà. Donc là, moi, j'ai déménagé en campagne et on a relancé une association avec les voisins pour tout ce qui est tout ce qui est partage de connaissances et culturel. Donc, on va faire des animations comme là, on a fait intervenir pour l'école maternelle qu'on a à côté. On a fait intervenir un sosie de Charlie Chaplin pour faire un Ah, spectacle et en énorme. même temps transformer le lieu comme une exposition de qu'est-ce que c'est Charlie Chaplin, donc qu'est-ce que c'est la vidéo en noir et blanc, etc., etc. Donc on fait du partage culturel un peu divers et varié. Et donc ça, c'est une activité que j'ai actuellement, mais ça a toujours été des activités que j'ai eues. J'avais ouvert ce qu'on appelle un hackerspace à une époque, donc l'idée c'était de démocratiser expliquer aux gens gratuitement dans un village où on avait une salle multimédia. On faisait des animations pour expliquer comment ça marche le développement, comment ça marche un ordinateur, etc., etc. Donc c'était aussi très lié à l'informatique, mais pas que, parce que hacker, souvent on pense que c'est lié à l'informatique, alors qu'initialement il faut savoir que c'est un mot qui a été plutôt, dans les premières utilisations, c'était lié à des ingénieurs qui faisaient de l'exploitation de voies de chemin de fer. Et en fait, le terme Ouh. hacker vient du fait de prendre des éléments qui servent à la base à quelque chose, en comprendre le fonctionnement et le réadapter à autre chose. Ouais, Voilà, comme du par exemple, j'en détournement. sais rien. Ouais, c'est détourner une utilisation, mais de manière à ce que ça fonctionne bien. Et donc ça, c'est les premières traces des hackers, et après, ça s'est transformé avec la digitalisation sur du piratage informatique. Mais c'est pas le premier. La première chose, c'est de dire, quand on est hacker, en fait, ça veut dire on apprend quelque chose, on va jusqu'à le comprendre pour pouvoir en faire un peu ce qu'on veut, quoi. Et donc un hackerspace, c'est pas du tout un lieu où on va apprendre à pirater son voisin, c'est plutôt un Ouais. lieu où on va vraiment apprendre à utiliser une technologie qui est pas forcément informatique. On avait par exemple des fans d'écrou, voilà, donc des gens qui faisaient des systèmes de transfert de force via des systèmes d'écrou. Donc c'était très intéressant et c'était très mécanique, ça n'avait rien à voir avec l'informatique. Enfin bref, du coup, j'ai toujours eu, tout ça pour dire que j'ai toujours eu un pied dans cet aspect social et sociable que d'apprendre les choses, les transmettre. Et je rêve de terminer ma vie dans une salle de cours, alors que j'ai jamais trop aimé les salles de cours, mais moi je rêve d'arriver à la retraite et de dire, bah non, moi je pars pas à la retraite, mais je deviens prof, quoi. Ouais, ton modèle, c'est plus Onizuka que Mini-Nours, si je comprends bien. Non, mais, ouais, non, mais du coup, ouais, non, mais c'est donc que ce soit par l'informatique ou par tes activités perso, tu dis ouais, depuis le lycée. En réalité, en fait, t'as toujours été dans le partage. Donc t'avais ça en toi. Ouais, dans le partage et dans l'animation. Voilà. Hmm. D'ailleurs, sur Twitch, quand j'ai de l'activité, moi, je m'appelle Yaya Fuchs, donc j'ai plein de choses différentes dans ma vie. Je fais aussi du Twitch de temps en temps, beaucoup pour des jeux, mais mon objectif, c'est de faire de la formation. La chaîne Twitch des Bimes du droit te doit beaucoup. Euh, non, elle me doit rien du tout. Me doit totalement, ouais.
Je te dois beaucoup, beaucoup, copain. Mais quand même, bon. Parce que bon, je comprends la sociabilité, l'animation, le partage, mais l'éducation spécialisée, c'est quand même le hard level. C'est, je sais pas si le film Hors Norme avec Vincent Cassel reflète bien la réalité, mais je pense que la vision que les gens ont de ce secteur-là, bah, vous êtes des martyrs de l'éducation. Il faut avoir une dévotion. C'est même plus une vocation. Qu'est-ce qui, en fait, avant même de venir sur des cas particuliers qui ont pu te paraître fantastiques ou au contraire horribles, qu'est-ce qui t'a dit, ouais, je vais aller là, alors que, bah, de prime abord, quoi, l'image, je pense que peut-être que tu en avais aussi, c'est que c'était, ça sentait le soufre, quoi. Alors, écoute, alors, je vais te dire déjà qu'est-ce qui fait que moi j'ai atterri dedans. Du coup, moi, je me considère opportuniste dans le sens positif du terme. Tu vois, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie parce qu'en fait, je reste ouvert aux opportunités. Et moi, j'ai atterri dedans. J'ai pas eu le temps de me poser la question de est-ce que ça sent le soufre ou pas. C'est l'une de mes meilleures amies qui est directrice d'un lieu de vie qui m'a dit. En gros, elle était en galère parce que un de ses éducs avait eu un grave accident et elle cherchait quelqu'un en remplacement de disponible. Et c'était au moment où moi j'emménageais juste à côté, à 3 kilomètres du lieu de vie, tu vois. Donc j'ai dit, allez, let's go, je viens faire un remplacement d'un week-end et après on voit quoi. Et en fait, j'ai remplacé pendant 1 an à temps plein un peu tous les arrêts qu'il y avait. C'est un milieu en effet où il y a quand même pas mal d'arrêts maladie. Et, euh, Et l'accident là du voilà. précédent, c'était lié avec son boulot d'éducateur spé ou à part? Non, 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 c'était lié à part. C'était lié à part. Il a eu un souci de santé assez grave et du coup, il a mis plusieurs mois à s'en remettre. Donc moi, j'ai eu plusieurs mois de remplacement. Au début, j'ai dit allez, ok pour un week-end et en fait, très vite, j'ai fait 6 mois. Et quand il est revenu, il y a eu un autre éduc qui est parti, plutôt à cause du travail pour le coup. Euh, Ah ouais, plutôt, ouais, donc du tout sur quoi. un arrêt en dépression. Et du coup, je l'ai remplacé aussi. Et au bout d'1 an, du coup, de remplacement d'EduxP, là, je suis passé en CDI, mais à temps partiel. Et moi, j'occupe une place un peu particulière dans l'équipe. C'est que je suis là pour combler les trous. Donc, je fais plein de choses différentes. Mais avant de parler de ce que je fais dans la pratique, j'aimerais bien, vu que tu as parlé du fait que ça puisse sentir le souffle ou quoi, j'aimerais bien donner la définition d'éducateur Bah spécialisé. ouais, bien sûr, vas-y, ouais, bien sûr, vas-y. Voilà, parce que du coup, je l'ai cherché ce matin, parce qu'en fait, pour moi, j'ai ma définition à moi, et je me suis dit, bah, si je fais un podcast avec toi, là, si on en parle, c'est bien quand même que je sois plus proche de ce Ah qu'attend bah vas-y, go, l'éducateur. on se laisse amener par le rythme de la conversation, mais avoir des bonnes bases, c'est apprécié. Du coup, bah, je reprends juste, là, je cite le site solidarité.gouv.fr où on explique les métiers liés à la solidarité. Donc l'éducateur spécialisé en fait partie et donc l'éducateur spécialisé exerce dans le respect de la définition du travail social, blablabla. Il accompagne dans une démarche éducative et sociale globale des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le développement de leur capacité de socialisation, d'autonomie, d'intégration ou d'insertion. Il peut intervenir aussi bien dans le champ du handicap, de la protection de l'enfance, de l'insertion sociale et professionnelle et de la prévention spécialisée. Alors pourquoi je voulais dire ça? C'est parce que parce que c'était pour bien dire que le métier d'éducateur spécialisé, il a un champ d'activité qui est énorme. Ah bah oui, Et, avec une telle définition. euh, on peut travailler autant presque pour des nouveau-nés que pour des personnes très âgées, pour des personnes en situation de handicap. Donc en fait, des gens qui exercent le métier d'éducateur spécialisé, la plupart ne font pas du tout le métier que moi je fais. Et surtout, ce qui est important, c'est que il existe d'autres métiers en parallèle dont, comment dire, où les choses se croisent. Généralement, quand on suit un cursus d'études classique, avant d'être éducateur spécialisé, on est moniteur éducateur.
Et en fait, la grande différence entre un moniteur éducateur et un éducateur spécialisé, c'est la partie plus administrative. Finalement, c'est le contact avec ce qu'on va appeler les partenaires. Donc, je préciserai après. Mais c'est pour dire que moniteur éducateur, lui, il est plus là, si je reprends les mots, c'est il participe à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne. Et donc ça, c'est ce que dit le site, c'est ce que fait le moniteur éducateur, mais c'est aussi ce que peut faire l'éducateur spécialisé, mais très souvent, c'est ce qu'il ne fait plus. Moi, j'ai un boulot où je suis dans un lieu de vie, donc je suis très proche Nous, on s'occupe d'adolescents de 12 ans à 21 ans. 21 ans, c'est là que l'aide et la protection de l'enfance s'arrêtent. Ok. Normalement, c'est 18 ans, mais il y a des contrats jeunes majeurs qui permettent d'aller jusqu'à 21 ans, suivant les situations des jeunes, quoi. Donc nous, on a un agrément qui nous permet d'accueillir des jeunes de 12 à 21 ans, et on peut accueillir jusqu'à 7 jeunes. Donc le centre est toujours plein, on est toujours à 7 jeunes. Et en fait, moi j'ai un poste très particulier, parce que je travaille seul. C'est-à-dire que quand on fait un poste, on commence à 14h, on finit le lendemain à 15h. La nuit, on l'a fait seul. Et donc, il y a une équipe au bureau de 2 personnes à l'administratif qui sont là de 9h à 19h. Mais de 19h à 9h, bah, du coup, il y a un éducateur pour gérer les 7 jeunes. Ah ouais, c'est chaud ça. On fait toute la vie du quotidien là où je suis. C'est vraiment, on va les emmener à l'école. On a vraiment un rôle. On n'a pas un rôle de parent, hein, mais on a les actions qu'on fait, c'est vraiment les actions des parents. Mais ils sont en foyer chez vous? Comment ça se fait? Alors, dans un lieu de vie, ce sont des jeunes. Donc, moi, je travaille pour la protection de l'enfance et je travaille aussi dans le champ du handicap. Et donc, dans un lieu de vie, c'est comme un foyer ou une famille d'accueil. Ce sont des jeunes qui sont placés, donc dans tous les cas, c'est placé par l'ASE, l'aide sociale enfance, soit par placement provisoire. Donc, dans ces cas-là, c'est les parents, ou en tout cas ceux qui ont la charge parentale, les droits parentaux, qui viennent chercher l'aide sociale enfance et qui disent « on est en galère, aidez-nous ». L'aide sociale enfance va mettre en place des choses. Donc là, ils vont généralement commencer par ce qu'on appelle une aide à domicile. Hein, Ouais. donc On appelle l'AEMO, l'aide extérieure en milieu ouvert. Tout à fait. Donc l'AEMO qui vient... donc, des fois, ce sont des moniteurs éducateurs, des fois, ce sont des éducateurs. Théoriquement, ça devrait être des éducateurs spé, hein, mais ça arrive quand même que souvent, ce soit des moniteurs éducateurs. Et là, ils viennent, du coup, chez les parents, où ils vont les accompagner dans diverses démarches. Si c'est pas assez, là, on passe à l'étape supérieure, on fait un placement provisoire. Donc, on appelle ça un AP, en vrai. Mais je sais même pas pourquoi on commence par là, d'ailleurs, j'ai oublié. Mais c'est le placement provisoire. Par définition, ouais, c'est toujours provisoire, mais reconductible. Ouais, mais quand on dit placement provisoire, c'est que c'est géré par l'ASE entièrement. Ok. Et c'est important, surtout par rapport à ta chaîne, parce que le placement provisoire, ça veut dire qu'il n'y a pas de juge. Ça veut dire que c'est les parents qui font appel à l'ASE, et l'ASE qui place l'enfant en accord avec les parents, et donc dans un contrat avec les parents et le lieu de placement. Le lieu de placement, ça va être soit une famille d'accueil, soit un lieu de vie, soit un foyer. Le lieu de vie, c'est un peu entre la famille d'accueil et le foyer, dans le fonctionnement, parce que il n'y a qu'un seul éducateur qui va gérer la totalité du groupe des jeunes, il va y avoir une grosse proximité, etc. Alors que le métier d'éducateur spécialisé dans un foyer est très différent. Il y a beaucoup moins de quotidien à faire avec les jeunes. On est plus sur de l'administratif et du suivi de projets. Et les jeunes, par exemple, pour parler d'un foyer que je connais, qui est un foyer à Cahors, eux, ils font pas les repas avec les jeunes, les éducateurs. Ils le font une fois par semaine pour le côté éducatif, mais tout le reste du temps, ils se font livrer les repas pour les jeunes. Donc on n'est pas du tout sur le même style ouais, d'accord, je vis. que dans Mais un lieu de vie. ça arrive assez souvent, ça, parce que quand même, je pige le côté une famille qui est en détresse, contacte l'ASE, on fait un placement provisoire, mais le juge des enfants, il intervient en cas de danger, en cas de péril de l'enfant. Si on est dans le cadre d'une...
je me figure pas trop les cas où il y aurait une détresse parentale qui n'amènerait pas, in fine, à un péril dans la vie du gosse, quoi. Mais... C'est intéressant ce que tu dis. Mais ouais, moi je suis d'accord avec toi. Moi je pense que là, dans 99,99% des cas, ça devrait être judiciarisé. Sauf que là, à ce moment-là, c'est l'ASE, c'est l'aide sociale enfance, qui décide de gérer seul. Donc tant que le ou les parents à charge de l'enfant jouent le jeu et que ça se passe entre guillemets bien, en fait l'aide sociale enfance peut décider de ne pas prévenir, de ne pas judiciariser l'affaire. Et du coup, il n'y a pas de contrôle, ça reste juste l'administration. Alors peut-être qu'en pratique, j'imagine, j'essaie toujours d'avoir cet a priori, mais les choses n'arrivent pas par hasard, donc il doit y avoir une justification. Reste que, du coup, c'est un petit peu... allez, je vais envoyer le qualificatif, mais il y a un peu un comportement presque de shérif, quoi. Il n'y a pas un moment où on introduit un débat contradictoire pour savoir... Bon, après, ça repose sur le consensus des parents, d'accord, mais... c'est... En fait, la raison invoquée de ces situations-là, généralement, c'est les éducateurs de l'ASE qui travaillent avec les parents, qui essayent de travailler la relation de confiance. Et du coup, pour pas rompre la confiance, évite les juges qui font peur parfois à certains parents. Ah, Qui font aussi peur parfois à certains enfants, à certains jeunes. Et du coup, généralement, quand c'est pas judiciarisé, c'est pour cette raison-là. C'est pour le côté, on travaille sur la confiance plutôt que de travailler sur un cadre un peu plus rigide. Parce que il faut savoir que quand il y a un juge ou une juge des enfants qui vient s'occuper de l'affaire et donc à la fin faire définir les droits de chacun, l'ASE a très peu de flexibilité à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on va être obligé de repasser par la juge ou le juge pour réussir à obtenir des nouveaux droits, etc. Donc, le fait que ça soit pas judiciarisé, ça peut permettre d'avoir une forte flexibilité aussi et de dire, là par exemple, nous on a une jeune qui n'est pas judiciarisée et ça fait que des fois sa mère l'a pendant toutes les vacances, des fois sa mère ne l'a que la moitié des vacances. Sur un jugement, c'est rarement aussi flexible. Généralement, sur le jugement, on va avoir la mère aura le droit à la moitié de toutes les vacances. Et en fait, quand c'est marqué la moitié des vacances, ça veut dire la moitié des vacances. Nous, on n'a pas le droit de mettre une journée de plus ou une journée de moins. Ah, bien sûr. C'est la moitié, c'est la moitié. Et c'est un cadre qui devient tout de suite beaucoup plus rigide. Donc, quand il y a un travail qui avance, etc., l'ASE peut décider comme ça de ne pas judiciariser. Et après, il y a aussi le temps que ça soit judiciarisé. Parce que entre le moment où l'ASE dit il faut que ça soit judiciarisé et le moment où c'est judiciarisé parce que c'est traité par un juge, il peut se passer plusieurs mois. Ouais, ça va dépendre des juridictions. Nous on dépend de Toulouse. Je dirais que ça va relativement vite. Quand même, des fois peut-être un peu trop vite pour les autres parties au procès, le parent éloigné qui voudrait prendre sa part. Mais ouais, mais dans tous les cas, par définition, installer un débat contradictoire, une audience, etc., ça prend du temps, quoi, forcément. Donc, ouais, vois, c'est forcément, ça se paye en réactivité. On en avait une. En plus de 4 mois, plus de 4 mois après demande de judiciarisation, elle avait toujours pas été judiciarisée. Ah ouais. Alors qu'elle était déjà placée et tout ça. Hein. Et 4 mois, bon, c'est l'année scolaire qui est déjà foutue. Enfin, c'est... Ouais, ça peut être long parfois. Ouais. Et ok, donc quand même, donc toi finalement, t'as ce public un peu mixte, du mi-judiciaire et du en dehors. Ouais, c'est vrai qu'on peut avoir à peu près tout public. La seule chose que nous, on n'aura pas, c'est sûr, parce qu'on n'a pas l'agrément, il faut un agrément spécifique, c'est ce qu'on appelle les PJJ. Donc les PJJ, ce sont les jeunes qui ont un suivi judiciaire, donc ceux qui ont déjà commis des actes, qui ont déjà été jugés par un juge et qui... Ouais, on est dans de la délinquance infantile, là.
Exactement, c'est la délinquance. Nous, on n'en a pas. Alors, on en a qui peuvent le devenir pendant qu'ils sont Ouais. au foyer chez nous, mais par défaut, les dossiers PJJ, on n'en a pas directement au sein du lieu de vie. Euh, mais ça peut arriver, quoi. Et qu'est-ce qui, Ça peut arriver. du coup, bon, donc je te dis bien, donc t'as saisi la chose, on te tendait une perche et t'as une forme de curiosité et de lien social qui caractérise tout à ton honneur, mais t'aurais eu plusieurs portes de sortie, disant bon ben voilà, l'autre il revient, etc. Et tu es resté. Donc, quels sont les arguments qui, alors, très probablement, qui sont liés à cette structure-là, au-delà même du principe. Mais qu'est-ce qui t'a fait tenir et attacher aujourd'hui en disant bah, que, au point que tu t'apprêtes à demander cette validation d'acquis? Eh écoute, alors la validation des acquis, moi, c'est tout simplement, je la fais par défi personnel et pour être sûr d'avoir bien compris mon métier. C'est-à-dire que je la fais sans aide. Je suis juste inscrit pour un passage devant un jury. La seule chose que j'attends là, c'est qu'on m'explique simplement le fonctionnement du livret à fournir pour être sûr de le remplir comme il faut. Mais mon Mhm. objectif à moi, c'est de me confronter à ce qui est attendu d'un point de vue théorique pour pouvoir mesurer euh, La pleine dimension, compétences quoi. sur lesquelles j'aurais pas potentiellement avancé grâce à mon expérience actuelle. Comme c'est un métier qui est très large, j'ai envie de savoir s'il me manque des éléments. Ensuite, donc ça c'est pour ça la VAE. C'est pas forcément parce que j'ai envie de faire toute ma vie le métier d'éducateur, quoi. C'est juste parce que c'est un défi et que moi j'aime bien les défis personnels et intellectuels et ça me force à fournir un travail de meilleure qualité. Donc ça c'est très, c'est juste pour mon fonctionnement. Mhm. Après, pourquoi je suis resté? Bah parce que moi je trouve que c'est un métier qui est assez, comment dire, les journées se ressemblent pas. En tout cas, Ok. pas moi, pas dans mon milieu. Éducateur spécialisé. Donc la plupart des gens, en tout cas statistiquement, ceux qui font moniteur éducateur et qui passent ensuite à éducateur spécialisé, souvent se retrouvent à travailler à une grosse partie de leur temps de travail, si pas la totalité, dans des bureaux. La plupart des éducateurs spécialisés, en réalité, sont pas au contact avec les individus à faire du quotidien, parce que euh, parce qu'en fait, le boulot d'éducateur, c'est plus le boulot du moniteur éducateur. Quand on Ok. fait les études pour être éducateur spécialisé, on va plutôt monter sur la partie administrative, donc relations, on va faire des médiations avec les parents, par exemple, hein, des formes de thérapie familiale. Donc on va avoir un contact avec un public, mais qui n'est pas un contact du quotidien, la plupart du temps. Sauf que moi, là, je suis dans un milieu où je fais le métier d'éducateur spécialisé, donc je vais faire de la médiation avec les parents, je vais faire, je vais faire la partie, je vais participer au jugement par exemple, je vais participer à plein de choses. Donc la relation partenaire, quoi, donc le Mhm. métier qui demande une forte activité intellectuelle et de savoir faire pas mal de choses. Par exemple, moi j'ai le plaisir d'avoir rempli tout un dossier pour réussir à ce une immigrée de Côte d'Ivoire qui est arrivée à Cahors, bon gré mal gré elle, dans des situations terribles, finalement est arrivée chez nous sans aucun papier. Vu qu'elle était mineure, l'aide sociale enfance la prend en charge. Euh, il la place chez nous et là, ça y est, on a son passeport officiel de Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est une démarche qui a pris plusieurs mois. Et ça, c'est une démarche d'éducateur spécialisé. C'est-à-dire là, on est vraiment sur un cas particulier où il faut vraiment se former à faire des dossiers qui viennent de la Côte d'Ivoire. On est sur une complexité qui est quand même assez intéressante. Et c'est pour ça que je fais ce métier, c'est parce que je vois plein de choses différentes. Je vois vraiment plein de choses différentes et c'est pour ça que je suis resté. Et surtout parce que le quotidien, j'adore ça. Moi, tu me dis, être éducateur spécialisé à l'ASE, certainement pas. Tu es dans un bureau, tu tries des dossiers, tu dois placer tes dossiers en fonction du contenu du dossier dans des familles ou dans des foyers, etc. C'est un métier qui doit être certainement... enfin, moi, j'aurais beaucoup de mal à le faire, quoi. Ça doit être un métier certainement très dur, parce qu'il faut prendre des décisions avec finalement assez peu d'éléments. Il y a beaucoup de responsabilités sur les éducs spé
de, de l'ASE, quoi. Et en plus, ils ont globalement assez peu de moyens. On voit les moyens qui baissent de plus en plus, hein. Avant, c'était les départements. Nous, on travaille avec plusieurs départements, mais on en a un entre autres. Avant, ils s'occupaient des médiations familiales. Donc, quand une juge dit il faut médiatiser, c'est-à-dire faire une forme de thérapie entre, par exemple, enfants et parents, généralement, on ne met pas les éducateurs qui sont sur le quotidien parce que du coup, sinon, il y a un parti pris lors de ces médiations slash thérapie familiale. Sauf que, donc c'est pour ça que généralement c'était des référents ASE, donc des éducateurs spécialisés qui sont pas sur le quotidien, mais qui sont référents quand même d'une situation, qui intervenaient et faisaient ces entretiens. Mais maintenant c'est plus le cas parce que il y a plus assez de référents ASE pour faire ces activités-là. Et donc pour les lieux de vie et les foyers, on demande à ce que ce soit les lieux de vie et les foyers qui le mettent en place avec leurs propres moyens et sans leur ajouter de moyens in fine, quoi. Hein. Donc, il y a, il y a clairement des métiers qui sont très différents. Donc, je partirais pas en tant que référent ASE ou quelque chose comme ça. Mais là, dans le quotidien, ce qui est génial, c'est que on est dans un lieu de vie qui est assez petit. Bon, moi, la direction, c'est mes meilleurs amis. L'ambiance avec les collègues est cool. Et nos jeunes, des fois, sont durs, mais globalement, on travaille à ce qu'ils aient la meilleure vie possible. Donc on est vraiment dans un état d'esprit de bienveillance qui est génial. Et dès qu'on peut, on va faire des sorties. Et la première année, si tu veux, on a fait une sortie. On a emmené les 7 jeunes à Disneyland Paris. Enfin, les Ah 6 ouais. jeunes sur 7. Donc, bon, bah, ça, c'est des sacrifices. Par contre, pour réussir à aller sur ça, il faut savoir que tous les éducateurs spécialisés, là, un temps plein, c'est 1006, 1007 net. Oui, Hein, alors j'allais y venir. que des postes qui durent une nuit, etc. Mais quand bah, c'est une association, hein, c'est pas une entreprise. Donc aussi, je travaille dans un milieu où il y a pas de, il y a personne qui se fait de l'argent sur le dos de personne. Juste chacun a un rôle et en fonction de ce rôle touche un salaire. Et techniquement, même les jeunes qui font partie de la RIB touchent une forme de salaire vu ils ont de l'argent de poche qui leur est donné de manière fixe. Et de l'argent de vêture aussi pour avoir le droit de s'habiller. Et C'est ça, environ combien ça, cette aide? C'est de... alors, ça dépend de l'âge, mais en gros, à partir de 14 ans, ils ont 50 € par mois d'argent de poche et ils ont 60 € par mois d'argent de vêture, donc est réservé à ce qu'ils puissent s'habiller comme ils le veulent. Ok. Euh, donc, ça fait quand même des budgets qui sont assez hauts, hein, parce que 720 € par an d'argent pour s'habiller, moi, je les ai pas. Eux, ils les ont. Ouais, donc, non, mais c'est intéressant parce que du coup, bon, ouais, quelque part, ça vient atténuer l'aspect, il n'y a pas de moyens, mais en même temps, c'est beaucoup plus simple de remettre 110 balles à quelqu'un par mois plutôt que de payer quelqu'un qui va être en charge de bien les utiliser. Ah ouais, après, c'est des budgets différents. Dans tous les cas, le but, c'est que un jeune qui est placé, il n'a pas la même vie qu'un jeune qui est pas placé. Parce que un jeune qui est placé, ça veut dire qu'il n'a pas de... Une fois qu'il a 18 ans, il n'a plus rien, quoi. Hein. Et il faut qu'il soit sur une mise au travail ou il faut qu'il ait déjà une bonne idée de ce qu'il doit faire et finalement, il faut qu'il ait une capacité, une autonomie beaucoup plus vite qu'un jeune qui n'est pas placé. De manière générale, parce que il n'y a pas de retour en arrière. Et du coup, éducativement parlant, faut très jeune, faut qu'on arrive à leur montrer comment on gère un budget. Donc cet argent-là, si tu veux, là, les chiffres que j'ai donnés, c'est les minimums imposés par l'ASE. Des fois, on peut donner plus si l'association a les moyens. Où il y a des choses qu'on va pas compter dans l'argent de vêture et qu'on va compter comme des cadeaux, tu vois. Là, par exemple, il y en a un qui passe un BSR, il a besoin d'un casque de moto. Un casque de moto, ça coûte 90 €. Bah, on va essayer de pas le prendre sur l'argent de vêture si on arrive à se le permettre, tu vois. On va dire, bon, bah, ça, c'est un cadeau pour la réussite du BSR. Et en fait, quand tu donnes 90 € à un jeune, tu donnes 90 € à un jeune. Quand tu donnes 90 € sur une paye, bah, tu donnes 180 €, tu vois. J'exagère, mais Oui, c'est bien pas sûr. loin d'être ça, quoi. Donc, du coup, c'est. Et puis,
les taxes en plus patronales qu'on ne voit pas sur la fiche de paye augmentent au fur et à mesure que les salaires sont plus élevés. Et donc il y a des paliers où clairement augmenter de 50 euros un éduc, ça revient trop cher, donc on le fait pas. Et c'est pour ça que normalement il y a des primes, tu vois, qui existent, comme la prime Ségur, qui est une prime pour les éducateurs spécialisés, les moniteurs éducateurs, et c'est aussi une prime qui est dans le monde des soignants, donc médecins, infirmières, etc. Et, euh, et donc ça, nous, cette prime, qui est le premier niveau auquel on aurait le droit, je vais dire une bêtise, mais c'est à peu près 200 euros par mois, bon bah nous, on nous la donne pas parce qu'on est dans un lieu de vie, tu vois. Ouais, Et c'est d'accord. une prime qui est faite pour ceux qui sont en contact avec, qui sont vraiment dans des métiers sociaux. Et par contre, le référent ASE, qui est lui, est en contact avec des dossiers plus qu'avec des jeunes ou des familles, lui a sa prime. Ouais, c'est Donc, chelou, ça. ouais, il y a C'est pas lui qui est là la nuit à surveiller cette gosse, quoi. non, c'est pas lui qui est là la nuit à surveiller cette gosse, clairement pas. Et du coup, ouais, parle-nous, là, tu l'évoquais, la question de la sortie, l'accompagnement vers, allez, vol de tes ailes, petit oiseau. Mais d'abord, l'entrée. Tu vois, tu me dis des gamins, du coup, qui commencent à 12 ans, 14 ans? Chez nous, ouais, 12 ans. 12 ans. Bon, 12 ans, j'imagine que ça doit pas. Il n'y a aucune situation qui est facile là-dedans. Mais ouais, en gros, à quoi tu as pu être confronté ou quels sont en gros les process qui sont mis en place pour accueillir un enfant qui est dans un environnement mais qu'il ne connaît absolument pas. Et alors, c'est triste à dire, mais très souvent, à 12 ans, ils le connaissent déjà très bien, l'environnement. Parce Ah, que très souvent, ils sont placés beaucoup plus jeunes. Euh, Généralement, quand ils sont placés à l'adolescence, c'est qu'il y a eu un loupé. Parce que généralement, un jeune, il n'est pas placé pour rien. Il y a plein de raisons différentes, mais en tout cas, globalement, le terme global, ça va être une défaillance de la parentalité. Voilà. Et après, la défaillance, est-ce qu'elle est très grave? Est-ce qu'on va sur des choses très de l'inceste ou ce genre de choses? Ou est-ce que c'est parce que c'est de la négligence? Où là, du coup, on peut se dire que c'est des raisons plus légères et qui peuvent se travailler déjà, ça c'est intéressant. Bah, du coup, on a des profils qui sont très différents et donc ça se passe jamais de la même manière. Moi, à chaque fois que j'ai vu un jeune arriver à la Ribambelle, donc c'est le lieu de vie où je travaille, mhm. et ça se passe bien, dans le sens où euh, la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait une réunion avec le ou la jeune concernée. On fait une visite du lieu, voilà, on discute d'un peu tout et rien, les raisons s'ils le veulent pas, on parle pas des raisons, voilà. De toute façon, ils sont forcés et contraints d'accepter le placement à un moment donné, hein. Il y a des grosses institutions au-dessus, donc euh, nous, notre but, c'est de faire en sorte que le quotidien se passe bien. Donc déjà, on fait en sorte que dès l'arrivée, il y ait un premier point qui soit agréable pour eux et Mhm. qui nous permette à nous de nous situer par rapport à eux. Un jeune ne peut rentrer dans notre lieu de vie que si il a un projet auquel on peut répondre. Donc la première chose qu'on va faire, c'est discuter du projet de vie. C'est, par exemple, sur un jeune de 12 ans, ce sera OK, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux aller au collège? Bon, c'est très bien, ça tombe bien, parce que légalement, tu es obligé de le faire, euh, jusqu'à tes 16 ans. Tu dois aller à l'école, donc ok, super. Quelle école tu voudrais, machin, etc. Et donc, est-ce que l'école qui est souhaitée ou le type d'accompagnement qui est souhaité est nous possible dans notre... Est-ce qu'on a accès à l'école facilement, ce genre de choses. Une fois qu'on a la réponse à toutes ces questions et qu'on a rempli finalement le projet du jeune, et ben là, en tout cas les bases du projet du jeune, et ben là on peut statuer. Voilà. Si le ou la jeune dit ok, je me sens bien à l'idée de venir dans le foyer, ben il vient. Et nous, on n'est pas un foyer d'urgence, donc on n'est pas directement, comment dire, on n'est pas obligé de prendre des jeunes. Hein, Mhm. donc Ça nous, vous est on déjà joue arrivé d'en pas le refuser du côté coup? forcé. Ben oui, des dossiers de jeunes, on en reçoit toutes les semaines, on en reçoit. Mais le Non problème, mais c'est que quand au-delà on de la reçoit, place, c'est genre au début ok et puis ah ben ça va pas le faire. Au bout d'une semaine on se rend compte que ça va pas le faire.
Euh, alors, il y a on signe des contrats hein, entre les parents, les jeunes, l'ASE et le lieu de vie hein, sur les accompagnements. On a théoriquement quelque chose comme un mois de rétractation, je crois. Voilà, donc si ça se passe mal dans le premier mois, c'est l'ASE qui doit le reprendre en urgence, qui doit reprendre le jeune en urgence. C'est pas quelque chose de fréquent, ça. Moi, je l'ai jamais vu. Pourtant, j'ai vu beaucoup de jeunes venir et partir. Mais par contre, ça arrive qu'il y ait des jeunes dont le projet change et qui doivent partir. Euh, Parfois, il y a des retours famille aussi. Parce que, je sais pas, si c'était les parents qui avaient de la négligence, le fait d'être venu en foyer, nous, on a refait les points médicaux, on a rescolarisé comme il fallait, etc. Le jeune va mieux et les parents, du coup, ont appris avec ça, ont appris avec nous à bien scolariser, à bien faire attention à la santé et tout. Et donc, potentiellement, les jeunes repartent en famille. Et après, sinon, c'est donc soit une fin de projet, soit un retour famille, soit en effet, ça se passe pas bien. Et là, quand ça se passe pas bien, ben, on doit prévenir l'ASE, hein, on est référent ASE, on doit leur dire leur expliquer pourquoi ça se passe pas bien. Et alors là, des exemples, j'en ai plein, mais je vais éviter les trucs trop crus parce que c'est un métier où on peut voir de tout. Ah bah, moi, ça m'intéresse quand même d'avoir. Qu'il y a un truc qui t'est. Ouais. Quels sont les moments dans le cadre de l'entrée qui t'ont marqué, au sens où en fait tu l'as traîné chez toi le soir, soit en ultra positif, comme en cauchemardesque, parce que moi c'est une réalité que j'aimerais bien toucher. Enfin, c'est essayer déjà de visualiser quoi. Qu'est-ce que je pourrais te dire? On a sur les entrées, j'ai rien de précis, j'ai rien de spécial. Les entrées en soi, généralement c'est un rendez-vous, ça se passe Non, mais dans la bien. phase d'intégration, dans les premiers temps. Mais généralement, les 2 premiers mois, tu peux partir du principe que tout va bien se passer. On a affaire généralement au plus joli visage possible du jeune qui rentre sur les 2 premiers mois parce qu'il y a des preuves, enfin, il faut qu'ils fassent leurs preuves, il faut qu'ils se placent par rapport aux autres jeunes, etc. Donc déjà, il y a un jeu où on sait que généralement les 2 premiers mois, on va pas voir le vrai visage. Donc après la en période fait, de rétractation. Et exactement, après toujours, hein. Toujours. Il y a cette période. Donc à un moment donné, il faut un temps, il faut un temps. Et ensuite, Il se révèle. il se révèle. Et alors là, on peut avoir un peu de tout. Alors il y a des choses qui sont plus ou moins difficiles à gérer. Dans le handicap, par exemple, on a une jeune qui a un handicap très très fort. Une période, on a eu une jeune qui avait un handicap très fort et qui du coup retenait pas les informations qu'on donnait. Tu vois, c'était très compliqué. Et donc le travail était très compliqué parce que quand tu dis à quelqu'un 100 fois la même chose et que tu le dis à chaque fois d'une manière différente, avec des images pour essayer que ça marque un peu plus le cerveau, avec des mots, avec des dessins, avec des schémas, tu vois, parce que le but dans les XP, c'est qu'il faut trouver la bonne manière de communiquer avec chacun des jeunes. Et quand tu vois que ça marque pas et que du coup tous les jours tu répètes les mêmes choses, au bout d'un moment, le soir, t'en as un peu marre. Le soir, tu rentres, enfin le soir. Le lendemain, tu rentres parce que t'as passé 25 heures avec les jeunes. Donc, tu vois, au bout de 25 heures, tu rentres et t'es décimé en mode putain, j'ai répété 20 fois. Mais du coup, en fait, t'es obligé de. Donc, Donc, comme elle comprend pas, t'es obligé de la contraindre. eh bien, alors, moi, j'ai déjà fait de la contorsion physique. Hein, des fois, on est obligé. Alors, c'est pas une partie du métier qui est plaisante du tout. Hein, mais moi, j'ai déjà dû enlever à 2 reprises. J'ai dû enlever le couteau des mains d'une jeune, un couteau de cuisine, Oh putain. un couteau de 30 centimètres. Hein, donc, elle essayait pas de me planter. Hein, mais juste, elle faisait n'importe quoi et elle avait de la dyspraxie, elle avait des difficultés à utiliser les objets, etc. Et elle commençait à faire n'importe quoi avec son couteau à côté des autres jeunes. Donc là, il faut mettre en place tout un protocole. Il faut évacuer les autres jeunes, leur demander de sortir de la pièce. Il faut parler à la jeune. Et en fait, elle était dans une étape un peu de folie, quoi, tu vois, une étape de démence. Et donc, elle entendait pas mes mots.
Elle n'entendait pas du tout mes mots et donc elle faisait n'importe quoi. Elle agitait ce couteau et elle essayait de couper un espèce de truc en bois à la con avec. Sauf que le couteau râpait sur le truc en bois qu'elle tenait avec de l'autre main, donc elle risquait réellement de se faire mal jusqu'au moment où, une fois qu'il n'y a plus les jeunes, il n'y a plus tout ça, là j'en suis arrivé au point de l'attraper par le poignet, lui faire une clé de bras et lui faire lâcher le couteau. Voilà. Et donc ça, Et on te forme un petit peu à ça ou Alors, écoute, dans la formation d'EduxP, je ne sais pas. Moi, j'ai fait du sport de combat avant et depuis ces événements-là, l'association de laquelle je fais partie nous a formés. On a fait 2 formations. Une formation sur le self-defense. Donc on était 4 des éduques à aller faire ça. Et on a fait une autre formation plus récente, du coup, suite aux modifications dont je parlais tout à l'heure, sur la thérapie familiale, où là, du coup, on rentre dans des formations un peu psy avancées, d'où la variété du boulot, quoi. Hein. Je peux être amené à faire des formations assez variées. Ah ouais. Et t'as eu d'autres cas comme ça Enfin, est-ce que t'as eu un cas où t'as vraiment senti qu'un jeune ou un de tes collègues ou toi-même pouvait être ouais, en danger? Parce que là, bon, c'était le danger Ouais. de... C'était l'enfant en question qui se mettait en danger. Ouais, bah moi j'ai déjà dû arrêter un jeune qui était foudrage. Il a fallu que je me mette entre lui et une autre jeune qui clairement avait les poings fermés. Et à ce moment-là, je me demande si ça aurait pas pu partir en vrille, quoi. Donc il a fallu que j'intervienne physiquement. Donc ça, c'est des moments très stressants quand même. Hein. Il y a beaucoup de colère, beaucoup d'émotions, ça explose. Voilà, hein, très souvent, la plupart des jeunes sont polytraumatisés, hein, donc en plus, il y a des choses qui viennent éveiller des émotions qui sont très fortes et très violentes. Donc à tout moment, il y a ce truc qui peut être déclenché, et voilà. Euh, après, euh, après, globalement, je dirais que nous, on a plutôt de la chance, mais on a eu, par exemple, une jeune qui s'automutilait, et on était clairement sur un degré au-dessus de la scarification, et où là, du coup, bah, à tout moment, tu savais que tu pouvais la retrouver littéralement en sang, et qu'il fallait panser les plaies, et qu'il fallait l'emmener aux urgences, la faire recoudre, etc., quoi, hein. Donc, Ah ouais, 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 on chaud. a eu, on a eu plusieurs mois avec une jeune où régulièrement, on la retrouvait en sang. Euh, qui en sang au point où il fallait au moins 5-6 points pour recoudre les plaies qu'elle se faisait hein, elle-même. Donc là, ça a été assez intense. Et du coup, bah, par exemple, cette jeune, ça a donné une sortie. Parce que le problème de ça, c'est que, d'ailleurs, les 2 jeunes, hein, celle avec le couteau et celle qui s'entaillait, ça a donné des sorties. Pourquoi? Parce que il y avait une mise en danger des autres jeunes. Et en plus de tout ça, c'est des jeunes qui ont plus besoin de soins que d'EduxP. Et donc, ils n'ont pas vraiment leur place dans un lieu de vie. Et quand il commence à y avoir une mise en danger du groupe de jeunes à cause d'un des jeunes, bah, ça, c'est une raison de sortie du lieu de vie. Et du coup, c'est des moments qui sont très difficiles parce que tu peux quand même avoir de l'attachement aux jeunes qu'il faut faire sortir, Ouais, bien hein, sûr. parce qu'ils vivent des choses qui sont terribles et des fois, ils nous font vivre des choses qui sont vraiment terribles. Mais c'est pas pour autant qu'on leur en veut entièrement parce que quand t'as 14-15 ans, t'en es à faire ça, bah, c'est clairement que ta vie avant, t'as cassé, quoi. Donc tu peux pas les responsabiliser à 200% sur ce qu'ils font. Mais en même temps, tu peux pas sauver tout le monde et il y a un groupe à gérer et euh, le groupe passe avant. Comme je disais tout à l'heure, s'il y a quelqu'un qui fait n'importe quoi avec un couteau, la première chose à faire, c'est sortir le reste du groupe de la pièce. Pour plein de raisons, hein. Déjà pour les protéger, mais aussi pour éviter Que ça dégénère. l'envenimement. Que ça dégénère et qu'ils se mettent à dire ouais, allez, vas-y, tu vois. Ah oui. L'encouragement à la connerie. Ou qu'il y en ait qui jouent au cow-boy et qui essayent de prendre ta place Ouais, et ou qui n'en auraient pas les codes. exactement. Ouais, et Et qui vont se faire mal, tout à fait. toi, Donc ça, ouais, c'est assez dur. Ouais. t'as t'as des petites astuces que tu as su acquérir avec le temps pour... Parce que j'imagine, en fait, ta seule l'arme, ton seul outil efficace, c'est le dialogue. Sauf que j'imagine que le public auquel tu es confronté, comme tu le disais, est polytraumatisé, n'est pas forcément toujours réceptif. C'est-à-dire, alors, est-ce que... Alors, j'imagine que c'est selon chaque situation, mais est-ce que tu as fini par acquérir euh, des approches pour désamorcer les clivages
et te permettre du coup de rétablir le dialogue et donc de sortir d'une crise. Ah ouais, bah on en a plein, on en apprend plein. Alors moi j'adore la psycho de manière générale. J'hésite à m'inscrire en fac pour faire un master en psycho d'ailleurs. Donc on fait des formations par exemple en thérapie familiale où là on a vu de la systémie, la psychologie en approche systémique. Moi je connais 2-3 trucs sur l'approche clinicienne et après moi je me suis auto-formé sur l'analyse transactionnelle. Donc déjà il faut aller chercher des outils en psycho. De toute façon, ça, c'est quelque chose que je pense. À partir du moment où on fait de l'éducatif, à partir du moment où on veut être pédagogue, pour moi, il faut forcément travailler en psycho. Moi, je comprends pas que, par exemple, pour les profs de collège ou, enfin, peu importe, pour être maîtresse à l'école ou quoi, je comprends pas qu'on commence pas par des cours de psycho. Parce qu'en fait, on peut pas adapter son dialogue si on ne sait pas de quoi on parle et avec qui on parle. Et du coup, l'EduxP ou le ME qui va être au quotidien avec des jeunes, avec des handicaps, etc., des handicapés, enfin des personnes en situation de handicap, si on veut être plus correct d'ailleurs, il faut bien se dire qu'il faut aller chercher, se former, avoir des outils. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'aime par défaut. Tout le monde ne le fait pas autant, mais la dynamique, elle est là. Et des méthodes, il y en a plein. Et, par exemple, si je peux te parler d'un truc qui s'appelle... ça s'appelle comment déjà? C'est l'escalade symétrique. L'escalade symétrique en systémie. L'escalade symétrique, c'est quelque chose qu'on a tous vécu un jour. C'est, mettons, il y a une jeune qui dit ce soir, je veux sortir. Voilà, je veux sortir, je veux partir voir une amie. Bon, dans le cadre professionnel, c'est compliqué. Il faut faire une demande, il faut que la l'ASE valide, etc. Voilà. Mais mettons plutôt que je suis un parent. Voilà, je suis papa d'une fille, d'une adolescente qui me regarde et qui me dit je veux sortir ce soir. Et moi, je lui dis non. Et elle insiste. Elle veut sortir, tu vois. Et moi, je reste sur mon non. Bon. Et ça monte dans les tons. Parce que c'est si, je veux vraiment sortir. Non, je veux pas sortir. Non, tu sortiras pas. Et en fait, les deux montent. Tu vois, l'émotion monte. Et à un moment donné, ça s'arrête parce que l'un des deux lâche. On va dire que c'est la fille, en l'occurrence, qui arrête. Mais sauf que le soir, elle n'était pas d'accord. Donc, vu qu'elle peut sortir, elle fait le mur et elle sort. Le père, il se rend compte de ça. Il n'est pas content qu'elle ait contredit ça, tu vois. Et vu qu'il est toujours dans l'escalade, il va faire quoi? Il va, par exemple, fermer la porte. Comme ça, quand elle va rentrer, elle va se retrouver bien con à être dehors enfermée. Elle va bien retenir la leçon qu'il ne faut pas sortir quand on dit qu'il ne faut pas sortir, tu vois. Tu vois, cette logique-là, ça, c'est de l'escalade. Se dire, ok, je vais imposer quelque chose. Et donc... Avant le dernier mot, quoi. Ouais, avoir le dernier mot, c'est ça, l'escalade symétrique. Et donc là, tu arrives au point de, ok, la jeune est arrivée, elle est là, elle est rentrée et la porte est fermée. Mais là, elle fait quoi, la jeune? La jeune, elle se retrouve dans la rue. Et là, en fait, ce qui est intéressant dans l'escalade symétrique, c'est de voir quel est l'objectif de base et qu'est-ce qu'on est prêt à faire et au point de potentiellement aller contredire l'objectif de base. C'est-à-dire que le père, lui, son but initial, c'est que sa fille sorte pas, certainement parce qu'il veut pas qu'elle prenne des risques et des dangers, tu vois. Et là, à la fin, il en vient au point de fermer la clé pour lui faire retenir la leçon. Donc de la mettre en danger. Et donc de la mettre en danger parce qu'elle se retrouve dehors. Mais ça, c'est un exemple de l'escalade symétrique, mais c'est quelque chose qu'on vit tous les jours dans le... On va tellement vouloir s'imposer qu'à un moment donné, ça va donner l'inverse de ce qu'on voulait initialement. Et ben, la première chose à faire dans ces cas-là, quand on remarque qu'on monte, c'est de pas monter, c'est de dire stop et de se poser. On dit que, tu vois, moi je pars du principe que les gens sont tous égaux, ou en tout cas qu'il faut les considérer comme égaux. On n'est pas tous égaux dans nos chances, on n'est pas tous égaux dans nos capacités, mais il faut avoir une considération égale d'un individu à un autre. Et pour moi, c'est une forme de respect, cette notion-là. Et je l'ai avec mes jeunes. Mais par contre, si on regarde le truc sous le format de la systémie, il y a quand même une hiérarchie qui existe. Ça ne veut pas dire qu'un individu vaut plus qu'un autre, ça veut dire qu'il y a des rôles qui sont différents. Donc on n'est pas obligé de les voir comme étant à la verticalité, on peut les voir sur l'horizontalité si on veut, mais en tout cas, si quelqu'un commence à vouloir monter sur la verticalité via une escalade symétrique, comme ça, de vouloir s'imposer absolument, plutôt que de monter, ce qu'il faut faire, c'est tout de suite redescendre. Donc ça, c'est l'une des premières choses qu'on apprend, c'est
si un jeune monte, on monte pas avec lui. Ouais. Parce que si on monte avec lui, là, on se met d'égal à égal. Et en fait, ça veut dire que c'est comme si on était un autre jeune. Et à ce moment-là, Ouais, on perd valide notre rôle d'éducateur. on l'accompagne, quoi. Oui, du coup, on accompagne on et l'accompagne, on amplifie. l'encourage, on se met à son niveau et on légitime l'approche. Exactement. Exactement. Et le but, c'est de pas se mettre à son niveau et ça va être de dire non. En fait, je te dis non. T'es pas d'accord avec cette réponse. Réfléchis-y. C'est quoi? Réfléchis-y. Donc, décaler quelque chose pour que l'émotion ait le temps de passer. Ça, c'est très important. Donc, inviter à reprendre la conversation plus tard. Dire, ok, t'es monté. J'ai remarqué que t'étais monté. T'es pas d'accord avec moi. Mais sauf que pour l'instant, on peut pas vraiment en discuter. Donc, va te reposer un peu. Fais un truc que t'aimes. Et reviens m'en parler après. Et explique-moi pourquoi est-ce que c'est vraiment important. Mais, par contre, tant qu'on est dans l'émotion, là, vaut mieux pas trop s'enflammer. Et donc, décaler les choses pour pouvoir les traiter mieux et à côté de l'émotion, et surtout tout de suite se poser et pas vivre l'agression et monter dans l'agression. Ça, par exemple, c'est deux outils que je conseille à tous les parents, d'ailleurs. Hein, en plus de Ouais, non, mais je prends note me concernant. Est-ce que tu as eu, du coup, durant ces mois d'accueil, voilà, on n'en vient pas encore à la sortie, mais de très, très beaux moments. Des moments où tu as fait, ok, là, dans mon existence, j'aurais fait ça. Tu vois, ce genre de petit virage fait que... Ah mais écoute, je suis allé à Disneyland Paris. Moi, j'ai jamais eu les moyens de me payer un Disneyland Paris. Je te parle vis-à-vis de l'éducation d'un jeune, pas d'aller faire un selfie avec Dingo. Non, dans l'éducation d'un jeune, bah ouais, il y a des choses que je fais qui font que je me dépasse pour les jeunes très régulièrement. Par exemple, j'ai eu un jeune, en tout cas, son frère, pas de chance, part en maison d'arrêt. Le problème, c'est que le petit frère dont moi je m'occupe veut pouvoir garder le lien avec son frère. Et donc là, il a fallu que je fasse un truc très que j'avais jamais fait de ma vie, et c'était aller m'enfermer en prison dans un parloir pour lui permettre ça. Oh, ah ouais, Donc, ouais, si t'as jamais fait ça, c'est... ouais, moi j'ai un peu, je suis légèrement claustrophobe, donc si tu veux, le fait d'aller mettre je ne sais pas combien de barrières derrière moi que je ne peux pas passer s'il n'y a pas un mec qui m'ouvre avec la clé, j'étais pas très bien, mais en même temps c'est pas grave parce que je le fais pour un jeune et tu te dépasses pour autrui. Pour lui. Et tu vois, et ça c'est vraiment des trucs plus d'éduc-p que de moniteur éducateur parce que bah, tout ça, mine de rien, il faut remplir des dossiers, il faut avoir une autorisation juge des enfants, une autorisation juge de celui qui est incarcéré et une autorisation ensuite du parloir. Et donc là, moi, par exemple, bah, j'étais le seul éduc à pouvoir l'accompagner au parloir en plus. Donc si moi, je le faisais pas, personne ne pouvait le faire. Et à partir de là... c'est une responsabilité conséquente parce que ce jeune, pour lui, c'est vraiment important. En tout cas, c'était vraiment important. Et donc, bah, tout ça, ouais, ça fait des actions où il y a une forme de fierté. Pareil, faire des papiers pour aller au consulat de Côte d'Ivoire, c'était chose. des papiers que j'ai jamais fait de ma vie, et obtenir un passeport qui fait qu'il y a une jeune qui aura peut-être la chance de pouvoir travailler et puis bah, avoir une vie d'une nouvelle chance bien meilleure que ce qu'elle avait jusqu'à présent, ouais, une nouvelle chance, ouais. Ben ça c'est extrêmement valorisant aussi. Enfin, j'ai bien compris qu'à partir de maintenant, il y a certains repas que j'aurais plus le droit de faire. Hein. Clairement, il y a des partis politiques qui m'interdiront de venir chez eux. Mais, mais bon, je suis bon, très content. Est-ce que c'est vraiment une perte? Oh, quoi, là où t'habites, peut-être. Peut-être. Mais, tu ressens, du coup, dans le regard des enfants, éventuellement de leurs parents, voire même de l'institution, on va employer un mot éloquent, mais une forme de gratitude où, genre, en gros, ça vient de toi et de tes valeurs. C'est-à-dire, ta première récompense, c'est toi, Johan. Voilà, tu regardes le soir, tu rentres tes claquets, t'as fait « Ouais, mais t'as fait quelque chose de bien ». Et est-ce que tu le ressens quand même par autrui?
ça. Eh ben, je te dirais que je pense que le plus dur dans ce travail, c'est que c'est un des tafs les plus ingrats qui soit. Ah, putain, Parce j'ai que, choisi mon terme. euh, évidemment, évidemment, parfois ça se passe très bien avec ceux dont on s'occupe, hein. Là, moi, je parle de mes jeunes, mais ça peut être des handicaps ou quoi. Mais c'est des situations assez éphémères et c'est assez difficile pour eux de te rendre l'appareil de ce que tu leur donnes. Et surtout, ce qu'il faut, c'est ne pas l'attendre, ça. Parce qu'en fait, très souvent, tu ne l'as pas. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens qui l'attendaient finalement, qui s'attendait à une forme de gratitude par rapport à ce qu'il faisait, et c'est pas forcément injuste de s'attendre à une certaine gratitude, sauf que quand tu attends cette gratitude et que tu l'as pas, et ben c'est exactement ce genre de choses qui font qu'à la fin tu termines, En dépression. tu fais une dépression, parce qu'en fait c'est un métier qui est dur pour ça, c'est-à-dire que moi il y a jamais personne de l'ASE qui m'a dit waouh bravo tu fais super bien ton taf, tu vois, mais en même temps je suis très peu en contact avec eux, et en même temps ils savent pas vraiment ce que je fais. Eux, ils ont une note de ma part et ils travaillent avec la note et ils font un travail qui est différent. Donc l'institution Oxu, elle n'existe pas. Elle Ouais, n'existe pas il au y a pas Valais-Vendôme. des moments rencontres, j'en sais rien, moi. Bah, du coup, non, t'as pas l'agrément, donc tu vas pas avoir la visite d'un procureur. Mais un mec de l'ASE, ben voilà, on vient écouter vos difficultés, etc. Oui, on a appris, monsieur Tortevoix, vous, ce que vous avez fait. Non, t'as pas des moments d'échange un petit peu agréables où tu te sens valorisé. Au sein de l'équipe du lieu Au sein de de l'équipe, culte, oui, mais avec d'autres, en l'institution. extérieur, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Quand tu arrives devant le juge des enfants, que toi, tu as dû faire une note, etc., c'est très rare qu'on te dise bravo, la note est super bien écrite. Tu vois. Quand c'est super bien écrit, en fait, ils partent juste du principe que c'est la base. Tu vois. Mais par contre, dès qu'il y a un petit truc qui va pas, parce on a numéroté au lieu de mettre des petits points devant les trucs, là, par contre, il faut remarquer direct. Tu vois. Donc, c'est un métier qui est extrêmement ingrat. On reproche très vite et on remercie quasiment jamais. Quasiment jamais. Mais justement, ça fait une belle transition avec. Du coup, c'est quoi ton rapport avec les autres interlocuteurs? Donc, tu me dis l'ASE, pratiquement rien. En gros, c'est la pince qui vous apporte les peluches, voilà, ou qui vous les retire. Euh, Fait qu'ils nous les retirent, généralement, il faut qu'on les aide beaucoup à replacer les jeunes parce qu'il y a tellement pas de place que quand on a besoin qu'un jeune parte pour X raison ou qu'un jeune veut partir pour X raison, généralement, on fait un gros travail qui normalement appartient à l'ASE, hein, mais on fait un gros travail de recherche d'autres lieux Ouais, tu leur simplifies le boulot, quoi. de vie ou quoi. Ah ouais, ouais, parce que sinon, ça prend beaucoup trop de temps. Ça prend trop de temps. Ton rapport avec le juge des enfants? Eh bien, écoute, alors pour info, pour ma part, les deux juges que j'ai vus jusqu'à présent, c'était des femmes, donc c'était plutôt la juge des enfants à chaque fois. Mhm. Le rapport, bah écoute, on a quand même pas mal de liens avec les juges parce qu'à partir du moment où c'est judiciarisé, alors théoriquement, en fait, c'est l'ASE qui communique avec avec les juges et qui nous redescendent les infos. Et oui, c'est Voilà. ça. Nous, Ouais, on va voir l'ASE va voir les juges parlent à l'ASE et voilà. Bon, dans la pratique, ça se fait pas du tout comme ça. Dans la pratique, ce qui se passe, c'est que nous, on fait une note qu'on transmet à l'ASE, mais qui est directement retransmise à la juge. Donc c'est notre note qui va à la juge. Voilà, il n'y a pas de prépare un filtre. petit mail un peu sympa pour l'ASE. Alors évidemment, l'ASE est censé relire et faire un effet de filtre s'il y a un besoin. Mais donc, généralement, on reçoit les réponses Ouais, en l'ASE, c'est un direct. travail de coordination, en vrai. Ouais, du coup, nous, c'est du transfert de mail. Quand on fait une note, on s'adresse pas à l'ASE, on s'adresse directement au juge, généralement. Parce qu'en fait, ils vont directement avoir cette note-là qui sera pas retouchée, quoi. Donc, ou à de très rares reprises, ou quand ça a besoin d'être retouché, généralement, l'ASE va pas le faire, l'ASE va nous appeler, et va nous dire, OK, faudrait retoucher ça et ça, parce que là, ça le fait pas par rapport à la situation. Parce que des fois, il y a des choses qu'on sait pas, quand il y a des fratries, par exemple, hein, c'est très important, les fratries dans le droit de l'enfance français. Mhm. Il y a beaucoup de choses qui défendent les fratries, et, euh, et du coup, quand il y a plusieurs jeunes d'une même famille qui sont placés, des fois on peut faire des demandes qui peuvent et formuler des choses qui peuvent aller en contradiction de ce qu'ils font avec un des autres jeunes. Donc dans ces cas-là, Ouais, donc on en revient à la coordination, à ce que je disais. tout à fait, tout à fait. Et Ouais, donc t'as ton bien fait de travail, mentionner. comment il est apprécié par la juge des enfants? Eh bien, écoute, généralement, on reçoit simplement des réponses très courtes et très souvent des réponses, trop souvent des réponses qui sont presque étrangement ambiguës ou du moins
c'est pas qu'elles sont ambiguës, mais c'est qu'elles vont prendre le moins de responsabilités possible. Comme par exemple, au lieu de nous, on dit, OK, on voudrait que cette jeune fasse ça. La réponse est, je ne suis pas contre. C'est pas, je vous autorise, tu vois. Et ça, c'est hyper fréquent. En gros, ça veut dire, je prends pas la responsabilité, je te dis pas non, mais si ça merde, c'est toi qui le prends. Hein. Ouais, bien sûr, voilà, bien sûr. Donc ça, Bien sûr, bien sûr. c'est un rapport qu'on a beaucoup par mail. Hein. Ça, c'est beaucoup de réponses par de la négation, tu vois, de la double négation. Ah, ouais, mais on n'est pas dans le soutien, quoi. On n'est pas dans l'accompagnement, on est dans le démerde-toi. Ah, très souvent. Ah ouais, ouais. On a beaucoup cette sensation, nous, de devoir se démerder beaucoup. Les réponses peuvent mettre beaucoup de temps à arriver aussi, donc des fois c'est un peu long. Des fois il y a des décisions qui sont prises sans nous concerter presque, hein, ça arrive. Quand des parents font n'importe quoi et décident de contacter l'ASE et les juges, et que du coup ça agace les juges et que les juges disent bon bah on retire les droits de visite. Voilà, donc les droits de visite c'est quand un enfant est Allez, placé. cache. Il a le droit de visite et d'hébergement. Donc c'est des temps qu'il a le droit de passer avec ses parents. Et ben, Et qui sont importants ça aussi peut pour vous, arriver, parce que vous comptez là-dessus dans l'accompagnement. bah, on compte là-dessus dans l'accompagnement et puis surtout des fois, souvent, ça permet à ce que les jeunes voient leur fratrie en même temps, parce que c'est pas toujours le cas. Des fois exprès, on va mettre les droits de visite quand il y a des fratries à des moments différents, quand les parents sont dépassés et quand c'est pour d'autres raisons et que les parents sont pas spécialement dépassés, ou alors qu'il y a qu'un seul enfant placé sur plusieurs. Des fois, ça arrive aussi. Hein. Les droits de visite sont aussi des moments où les jeunes peuvent voir leur fratrie. Et du coup, bah, ça peut arriver des fois qu'on ait une juge qui dit, bon, bah, on retire les droits de visite pour l'instant à la maman, on va faire des médiations avec la maman le temps que ça se passe. Donc Ok, plus de donc là, là, du la coup, nous, il fratrie. faut qu'on mette un nouveau système en place. Et à ce moment-là, dans le mail, dans la demande, il y a en effet qu'un droit de visite de la fratrie. Et là, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a un jeune qui se retrouve interdit de voir la fratrie, ce qui est normalement pas légal, parce qu'en fait, genre, les droits de vue Bien de la sûr, famille l'intérêt sont hyper supérieur. importants. Sauf que là, bah, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, on dit, hey, vous avez un peu oublié la fratrie. Mais la réponse à venir, elle met 4 mois, tu vois. Donc, Génial. pendant 4 mois ou 5 mois, il n'y a pas de visite fratrie. Et on n'a Donc, pas le droit de les mettre en et, place. et à toi de réparer les pots cassés, quoi. Exactement. Donc, On, il y a beaucoup d'échanges comme ça. on parle de ta relation avec les juges des enfants. Des contacts avec des avocats? Nous, on fait tout le quotidien. On aide à tout. Donc, on peut être confronté à tout type d'intervention. On est là pour accompagner un jeune s'il veut porter plainte, en contact avec la police. S'il veut porter plainte, on est là en contact avec l'avocat et le jeune, et on va leur mettre à disposition des espaces de discussion, parfois où on sera présent, parfois on ne sera pas présent. Ça, c'est quelque chose qu'on voit directement avec les avocats, hein, du coup, hein, qui vont nous dire, bon, bah là, on est sur un moment où le jeune va plutôt me confier des choses et voilà. Mais après, on est quand même dans ce qu'on appelle le secret partagé en tant qu'éducateur spécialisé. Donc, on peut quand même généralement souvent être là. Et on est tenu, nous aussi, un certain silence vis-à-vis de certaines situations. Donc voilà, parfois même devant le juge des enfants, il peut y avoir des jeunes pour les jugements donc, de placement hein, qui ont lieu c'est défini dans chaque jugement quand sera le prochain. Donc souvent c'est intervalle d'1 an et parfois de 2 ans. Et en fait les jeunes peuvent demander à se faire accompagner par un avocat plutôt que juste des éducs. Donc là aussi on peut avoir un contact avec des avocats. Et t'en retires. Enfin, comme je pense pas que ça soit non plus l'essentiel, t'en retires un échange qui est plutôt. Ouais, tu le qualifierais comment? Moi, je sais que c'est possible et je sais que mes collègues c'est déjà arrivé, mais jusqu'à présent, j'ai jamais vu d'avocat par rapport aux jeunes. Ok. T'as déjà assisté quelqu'un enfin, est-ce que t'as déjà accompagné un jeune en garde à vue, en audition, gendarmerie? Ouais, gendarmerie, ouais. Garde à vue, non, mais oui, oui, moi j'interviens, je suis intervenu plusieurs Parce que fois. l'avocat est obligatoire dans une audition de mineur. Alors nous, en l'occurrence, c'était pas des auditions, c'était des mains courantes qui voulaient être déposées par les jeunes.
Ok. Donc du coup, là, on les accompagne pour déposer les mains courantes. Mais t'as pas eu de moment où lui était convoqué comme mis en cause? Alors, il y a eu un jeune avec qui c'était le cas, mais en fait, c'était un peu particulier pour lui et il avait d'autres aides à côté, en plus du suivi au centre, donc c'était pas nous qui l'accompagnions sur cette situation-là. Ok. Ouais. Ça peut Euh, arriver que parfois, il y ait d'autres structures autour, comme des assistantes sociales. ok. On a évoqué l'entrée. Comment est-ce que vous préparez du coup à la sortie, à l'émancipation, donc soit 18, soit 21 ans? On comprend qu'il y a. Ça peut être décalé de 3 ans. Mais comment ouais, t'accompagnes cette. Eh ben écoute, c'est hyper varié, hein. Comme je disais, en gros, on a 30% de jeunes qui font des retours famille, 30% de jeunes qui vont au bout de leur projet avec nous et 30% des jeunes qui sont replacés ailleurs. Mhm. En gros, c'est à peu près les stats sur 30 ans de vie du lieu de vie et sur 90 jeunes, du coup, en 30 ans. Généralement, quand ça passe d'un lieu de vie à un autre, que ce soit vers un foyer ou vers une famille d'accueil ou quoi, c'est... Moi, je l'ai eu plusieurs fois en mode un peu soudain, où c'était un peu difficile à gérer parce que c'était fait dans l'urgence, parce que c'était un jeune qui correspondait plus, qui avait montré de la violence ou quoi. Et donc là, c'est l'ASE qui dit la veille pour le lendemain, ok, on a une place là. Ah Et ok, donc la vous. veille, tu vas voir le jeune et tu dis, bah, demain matin, il faut qu'on soit parti, donc on fait tes cartons. Et le lendemain matin, toi, t'arrives. Moi, pour le coup, c'est moi qui avait géré ça. Et tu charges toute la bagnole et tu prends. En l'occurrence, c'était une jeune avec moi et go. On fait 2 heures de route et je te dépose ailleurs, quoi. Et là, il n'y a pas de visite, il n'y a rien. Donc, des fois, ça peut être brutal comme ça. Et des fois, la plupart du temps, heureusement, c'est travaillé. Pour les projets qui vont jusqu'à leur terme, donc jusqu'à la majorité, dans l'accompagnement, en fait, on est, euh, comment dire, on a un lieu qui est assez grand, dans lequel il y a 5 chambres à l'étage, enfin une Mhm. 6e pour celle de l'éducateur en place. Les filles et les garçons sont séparés, hein, c'est une obligation, hein, de l'ASE quand il y a un accueil. Voilà, nous, ils ont chacun leur chambre, il y a pas de lit superposé ou quoi. Et il y a une salle de bain fille, une salle de bain garçon. Euh, voilà, donc ça c'est l'étage. Et après au rez-de-chaussée, on a un très 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 grand espace avec un bureau pour les gens qui travaillent à l'administratif et qui sert pour toutes les réunions, etc. Et sinon un très grand espace ouvert avec une grande cuisine ouverte sur un très grand salon. Et là, bah, on fait la vie du quotidien. Et en fait, si tu veux, tu peux sortir de cette grande pièce, atterrir dans une espèce de préau, et là on a 2 petits studios qui sont Mhm. accolés au bâtiment, mais qui sont des studios complets, quoi, avec une petite Autonome. kitchenette, un lit, voilà, une autonomie complète. Et donc en fait, arriver vers les 16, 17, 18 ans, en fonction de l'avancée des jeunes et de ce Ok, qu'ils veulent ok, faire, donc ouais, il y a moyen on d'avoir une les met en progression studio. dans. Ok. Et là, on leur donne plus de budget. Voilà, on va dire, bon, bah, on définit, on n'est plus sur l'argent de poche et de l'argent de vêture, on est vraiment sur l'argent alimentaire. Donc là, on va dire, bon, bah, du coup, tu vas faire tant de repas chez toi. Donc, on te donne tant d'euros par semaine pour que tu puisses faire tes courses et gérer tes repas. Et donc, nous, on va dans le studio, on vérifie qu'il soit maintenu, on apprend aux jeunes à maintenir le studio, on vérifie les dates de Ah, péremption énorme. avec les jeunes. On accompagne pour faire les courses au début. Après, on les laisse faire les courses plus seuls. On leur met à disposition des scooters pour qu'ils aient une capacité d'autonomie aussi. Donc on leur fait passer à tous le BSR. Ah ouais, On les inscrit au code et on les inscrit au permis de conduire s'ils sont là jusqu'à 18 ans. Donc normalement, à 18 ans, quand ils partent à 18 ans, ils ont le permis de conduire et ils ont des Et ouais, cours. ouais, enfin, ouais, tu leur donnes vraiment bah, la clé pour une nouvelle chance, quoi. Ah ouais, ouais, normalement, si l'accompagnement se passe jusqu'à son terme, il y a toutes les étapes qui sont maintenues. De A à Z, normalement, ils partent de la rive, potentiellement, ils savent tout faire, hein. Et une fois qu'ils sont Vraiment, c'est partis, n'a pas trop dans le choix. ils gardent contact? Comment y a des petites rencontres, vous gardez le lien? Ouais, et ben, tu vois, la gratitude, c'est là où elle arrive. En moyenne, c'est 5 à 10 ans après les départs. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment pas attendre la gratitude.
Où en fait, le jeune va revenir 5 à 10 ans après et va dire après tout ce que j'ai vécu à la RIB et tout, il y a ça et ça qui m'ont grave servi. Moi là, j'ai un jeune, il est parti il y a 7-8 mois, donc c'est déjà assez tôt. Il était parti assez loin, il est revenu et bon, pas de nouvelles depuis qu'il est revenu dans les coins. Et en fait, je suis allé à la salle de sport, figure-toi, je me suis motivé. Et c'est la salle de sport où lui, il allait. Et en fait, il s'est réinscrit dans cette salle et on se croise là-bas, de manière voilà, au hasard, quoi. Donc on se salue et tout, hein, on s'est quitté en très bons termes pour le coup. Lui, il avait 19 ans, il a vécu dans le studio et il est parti en ayant fini son alternance et en ayant un métier entre les mains. Donc lui, il avait tout. Il avait le permis, il avait l'alternance validée, donc il avait un métier et il est parti comme ça. Donc là, on est vraiment allé jusqu'au bout de l'accompagnement. Après, il est arrivé, il avait déjà 17 ans, donc il a fait que 2 ans avec nous. Hein, donc il est arrivé à peine avant moi. Donc moi, j'ai fait vraiment son suivi dans le lieu. Et donc à cette salle, on se voit et du coup, c'est un jeune qui voulait jamais parler de tout ce qui était psychologue ou accompagnement de ce type-là, des thérapies, des trucs comme ça. Et en fait, là, je le revois 8 mois après et là, il me dit, bon, Johan, tu vois, on en avait beaucoup parlé et puis finalement, maintenant que j'habite tout seul, je me fais accompagner par des thérapies, etc. Voilà. Donc là, c'est là où tu as de la gratitude. C'est le moment où, après le départ, tu vois que les éléments que tu avais, tu vois, les graines que tu avais semées, ça a un peu poussé. elles ont germé. Ouais. Et ça, c'est la plus grande gratitude que tu peux trouver dans ce boulot. Mais c'est complètement hasardeux. Tu sais jamais quand tu l'auras et peut-être tu l'auras jamais avec la plupart des jeunes. Ah, mais quand ça arrive, par contre... Mais quand ça arrive, c'est beau. C'est beau. Ah bah c'est... Moi, j'ai presque envie de conclure là-dessus. Est-ce qu'il y a un point pour lequel tu penses qu'on aurait peut-être omis quelque chose? Je trouve qu'on a fait une présentation qui est concrète et qui semble assez complète. Bah ouais, écoute, moi je trouve que ça te donne une bonne idée du boulot, en tout cas surtout quand on s'occupe de jeunes. Après, il faut se dire que quand on s'occupe dans le quotidien, finalement, quand on gère du quotidien, que ce soit avec des personnes en situation de handicap, des jeunes, des adultes en difficulté, ça reste la même base finalement où il faut aller travailler sa capacité de thérapeute, quoi, hein, et pour pouvoir faire avancer les autres. Si le point que j'aimerais soulever, vu qu'on parle spécifiquement quand même, histoire de rajouter sur la partie du droit, une problématique qu'on a en France, tu vois, dans la gestion de tout ça, l'aide sociale en France, c'est qu'on défend énormément les enfants, mais on oublie une chose dans les jugements et dans les budgets que le gouvernement met à disposition, c'est qu'en fait, il y a très peu d'accompagnement de famille. Alors évidemment, ça existe, mais en fait, quand un enfant, un jeune est placé, pour reprendre sur le droit de l'enfance, nous, en tant que lieu de vie, on n'a aucun budget pour pouvoir mettre en place des choses avec les parents. C'est trop individualisé en fait. On ne pense pas global. C'est surtout qu'il y a une vieille méthode de pensée en psychologie où on responsabilise chaque individu sur ce qu'il propose. Et ça fait qu'il y a une vision de l'aide sociale enfance qui est on sort le jeune de sa famille défaillante et lui, on lui donne les éléments pour pas être défaillant. En fait, c'est hyper dommage, mais ça peut pas marcher. En tout cas, si on part sur l'approche systémique, mais l'approche systémique, c'est quoi? C'est de dire que pour pouvoir traiter des symptômes, donc par exemple un jeune traumatisé, il faut traiter le système dans lequel il est. Et le système dans lequel il est, c'est sa famille. Et en fait, la famille, ils y reviendront toujours, même s'ils ont été placés pour des trucs graves, parce qu'en fait, il y a des biais dans le cerveau, comme le biais de confirmation, etc., qui font qu'ils vont devoir se reconfronter à leur système. Et oui, t'arraches pas la plante du pot comme ça, quoi. Eh ben non, parce qu'il y aura toujours les racines, tu vois. Donc du coup, ça devrait s'appeler l'aide sociale à la famille. Mais si on voulait faire quelque chose de global, il faudrait avoir plus d'actions qui soient menées auprès de la famille. Et nous, on est souvent confrontés à quelque chose qui est, très souvent, on se dit, mais c'est pas à notre jeune qu'il faudrait demander d'aller voir un psychologue, tu vois. Et en fait, ça, tu peux pas le dire en vrai.
Tu Tu peux peux pas dire pas. manquer d'éduquer. Tu peux pas dire, en fait, c'est pas votre enfant qui a besoin d'être écouté par un psy. Mais c'est aussi Ça, une très très bonne façon, ouais, mais ça donne tout un champ de réflexion, effectivement, voilà. de passer de Donc, l'aide sociale à l'enfance à l'aide sociale à la famille, à l'ensemble. Parce que quand un gosse souffre, il y a quand même. C'est qu'il y a une carence aussi parentale quelque part, et cette carence, elle peut cacher aussi une forme de détresse. Et ouais, ok. Et ben, je crois qu'écoute, on a bien évoqué le sujet. En tout cas, moi, ça me paraît. C'était passionnant. Vraiment, je te suis extrêmement reconnaissant pour cet entretien. J'ai appris beaucoup de choses. C'est une altérité par rapport à mon quotidien, mais c'est précisément ce que je recherche avec ce genre d'entretien. Donc, franchement, merci du fond du cœur pour ce moment. Si jamais il y a des questions, voilà, dans les commentaires, etc., bah, je te les retransmettrai et on fera une suite, soit en commentaire, soit pourquoi pas une V2. Mais mettons, on n'est jamais à l'abri d'une énorme réforme, et peut-être que là, on aura l'occasion d'en discuter, de voir si elle est pertinente ou quoi. Mais, ouais. mais franchement, Et écoute, je après, passe si ça. tu as envie, on peut même aller plus loin sur qu'est-ce que c'est finalement. Tu vois, tu m'as demandé des outils. Est-ce qu'on pourrait on pourrait, si c'est demandé, aller plus loin sur les outils en psychologie, en thérapie familiale, un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est la bienveillance aussi? Qu'est-ce que c'est tout ça? Parce que là, du coup, on a parlé du fonctionnement. On peut aussi parler du contenu plus concret si un jour tu en as envie ou Bien si sûr, bien volontiers. euh, n'importe qui en a envie, ça, moi, je le ferai avec plaisir. Pas grave. Bah écoute, en tout cas, merci une nouvelle fois infiniment pour tout. Il nous reste encore un petit peu de temps avant de reprendre le taf à 14h, le temps d'aller se sustenter comme il faut. Écoute, je t'embrasse très Bien. fort. Merci une nouvelle fois. Moi aussi. On s'est en jus pour tout ça. Je compte sur toi mercredi soir. Je Si tu serai là peux. Si normalement. tu peux. Ouais, Hein? évidemment. Ah, Je serai parfait. là. Bah écoute, merci encore. Je te fais des gros poutous. Et franchement, ouais, c'était top. Merci à toi. Des gros bisous. À très bientôt, Johan. Salut. À très bientôt.